Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le premier épisode de première nomination. Premier épisode de première nomination. On est déjà dans des petites rimes pauvres, mais c'est des rimes quand même. Bienvenue à tous. Je suis ravie de commencer ce nouveau podcast qui va parler de séries et de films. Pourquoi on se lance là-dedans? Tout simplement parce que durant le premier confinement, j'ai eu envie de faire une review d'une série que j'adore qui s'appelle Insecure. J'ai été accompagnée de deux personnes incroyables que je vais vous présenter. Mais pourquoi pas instaurer un programme régulier dans lequel on reviendrait sur des séries, sur des films, sur des produits audiovisuels qui nous touchent, qui nous parlent, dans lesquels on se reconnaît. Et je ne veux pas faire ça seul parce que j'ai fait ça avec deux personnes, deux des meilleurs êtres humains que j'ai rencontrés en 2020, à commencer par notre reine Isis. Isis, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes, ça va super bien. Comme tu l'as dit, c'est un projet qu'on mûrit depuis quelques temps parce que l'alliance de nous trois avait bien porté ses fruits pour Insecure. Donc effectivement, on va lancer ce nouveau truc qu'on va essayer de vous donner de façon régulière. Donc très très hâte de pouvoir enfin commencer. Voilà, donc sororité oblige, vous connaissez votre go. J'ai appelé Isis en renfort, mais il nous fallait cette dose de piquant, il nous fallait quand même un peu un mâle, pas alpha, un mâle sigma. On expliquera à un moment donné ce que ça veut dire, mais c'est un mâle supérieur encore. Donc, il nous fallait quand même ce mâle, il nous fallait le tweetos le plus drôle de France, j'ai nommé Mahmoud. Écoute, quelle intro incroyable, je suis très heureux d'être là. Écoutez, regardez, le soleil est en train de me bénir, c'est assez jouissif. Cette vitamine me sied à ravir. Très hâte de commencer ce projet avec ces deux magnifiques femmes. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Super. Écoutez. Première nomination, épisode 1, let's go. Alors, pour ce premier épisode, on va parler d'un film que j'ai choisi pour le coup pour ce premier épisode. Chacun, durant ce podcast, pourra choisir à loisir des séries qu'il aime, etc. J'ai eu la primeur de commencer et j'ai décidé de parler de Brown Sugar. Voilà, Brown Sugar. J'ai pas un accent de ouf, mais vous vous habituerez. Qui est un film du coup sorti en 2002, un film américain. Qui a été réalisé par Rick Famuyiwa et produit, ça c'est une info que j'ai récupérée les gars, vraiment last minute, produit par Magic Johnson. Oh. Magic Johnson des Magic Johnson. Je ne savais pas non plus. Incroyable les gars. Jamais. Ça c'est un truc que j'ai vu. Le cast est assez important parce que c'est les deux personnages principaux sont des acteurs qui sont quand même très reconnus et connus, en tout cas dans le domaine des films afro-américains, parce que c'est vrai que c'est classé à tort dans les afro-movies, mais Sanaa Lathan et Taye Diggs, qui sont quand même très connus. Moi, Sanaa Lathan, je l'adore, je trouve que c'est une actrice assez importante qui aurait mérité d'avoir une carrière mainstream, si on peut dire ça comme ça. C'est horrible de dire ça, parce que c'est juste la couleur de peau qui crée ces distances, mais bref, Nicolas Harry Parker, Boris Kodjoe, Queen Latifah et Mos Def. Donc, casting quand même assez imposant quand on connaît un peu ces acteurs-là et leur importance pour les Afro-Américains. Le pitch est simple. Il s'agit de deux meilleurs amis, joués par Sanaa Lathan et Taye Diggs, André Ellis et Sidney Shaw. Ils sont amis d'enfance, ils sont d'origine new-yorkaise à la base, ils ont vu le hip-hop naître à New York. Et ils sont passionnés tous les deux. Leur destin est différent parce que chacun a pris une route professionnelle dans le hip-hop, mais complètement différente. Et finalement, le personnage de Sidney Shaw, donc joué par Sanaa Lathan, revient vers New York parce qu'elle est nommée rédactrice en chef du grand XXL Magazine qui existe dans la vraie vie, qui existe dans notre monde de Moldu, qui est un grand magazine renommé dans le rap. Et il se passe ce qui se passe, ils se revoient, ils ont une relation assez intense. Et c'est une comédie, j'ai envie de vous dire, pour vous pitcher un peu le film, c'est une comédie romantique de très bonne qualité en fait. Ça veut dire que c'est pas incroyable, mais c'est une comédie romantique qui aurait pu parler au plus grand nombre, mais comme c'est un casting clairement 100% noir et aussi que c'est très relié au hip-hop, à ce moment-là, en 2002, c'est quelque chose qui n'a pas forcément traverser l'Atlantique, l'Atlantique aussi naturellement qu'on l'aurait souhaité. Donc ça c'est pour le pitch. Je vais rapidement glisser parce que c'est moi qui avais envie d'en parler sur le personnage de Sid, donc Sidney Shaw.
je vais la présenter brièvement. Je sais pas ce que... J'y vais, je me lance. Sur Sydney Shaw, Allez. j'y vais. C'est intense, c'est pour Go. ça que voilà, go. Alors, Sydney Shaw, donc journaliste. Pour moi, Sydney, c'est un peu un goal. C'est-à-dire que de mon point de vue, quand je suis jeune, donc 2002, moi j'ai dû regarder ce film-là, j'avais 13-14 ans. Elle est journaliste, elle est passionnée de rap. Moi, je le suis à ce moment-là aussi, donc ok. Et elle a réussi à transformer sa passion pour le rap en un taf, en un travail. Et elle paraît, déjà, Sanaa Lathan, c'est quand même la fille la plus jolie pour moi du cinéma. Voilà, vraiment. C'est un Fifi truc. Corda, Voilà. très belle femme. Donc, super belle femme. Elle est cool. Tu sais, il y a ce truc de jolie fille, et elle est cool, et elle est passionnée de rap, et elle est journaliste rap. Et là, elle va devenir rédactrice en chef d'un magazine super important. Et elle revient à ses sources, elle revient dans sa ville qui est New York. Et tout va bien pour elle, en fait. Tout est cool. Sauf à ce moment-là où elle revoit en fait Dre, on sent qu'il y a quelque chose de pas réglé. Mais globalement sur Sydney, parce qu'il faut qu'on reste bien sur ce truc-là et comme ça après vous rebondissez là-dessus. Mais je la trouve alignée, rayonnante quand on la voit arriver dans la soirée là, à Soho. Enfin voilà, moi sur le postulat de départ, je sais pas ce que vous en pensez, Isis, je sais pas ce que tu penses de Sydney, mais elle envoie un jeu. Ouais, elle envoie du bois, comme on dit. Effectivement, on dirait que les planètes, elles se sont alignées pour elle, parce que c'est pas donné à tout le monde d'allier passion et travail. Donc déjà, elle a ça. Et puis, elle est promue à un poste plutôt important et plutôt convoité. C'est une belle femme, même si elle est célibataire. Ça a pas l'air de la déranger plus que ça au début du film, en tout cas. Elle va dans un bel appart, elle va à Brooklyn, elle est toujours bien sapée, y a aucun souci, hein, c'est la boss quoi, la queen. Bah, totalement. Moi, en vrai, je parlerai de Dre en détail tout à l'heure, mais moi, j'ai préféré le rapport au hip-hop qu'a Sydney plutôt que celui qu'a Dre. Tu vois, tu sais, Dre, c'est très. Enfin, dans leur taf, je parle, c'est le grand capital, tu vois. C'est la chemise, la petite cravate et tout, alors que Sid, elle est plus dans un truc un peu organique, c'est la bohème, tu vois. Elle a ce truc où elle kiffe, où comme tu dis, les planètes, elles sont alignées pour elle, et on a l'impression en fait qu'elle vit la vie que beaucoup de gens aimeraient avoir, tu vois. C'est totalement ça. Moi, je l'expliquerai un peu plus sur d'autres aspects du film, mais à un moment donné, on a un personnage idéal et on se dit, vas-y, qu'est-ce qui manque à cette go-là? C'est quoi le souci en fait? Après, on le sent quand même dès le départ, quand on sent qu'il y a une relation qui est particulière et qu'il y a quelque chose qui lui manque. À partir du moment où elle revoit Dre. Et qu'elle le voit heureux et qu'il est en couple. Donc on sent qu'elle a quand même il n'y avait pas que XXL Magazine qu'elle est venue chercher à New York. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, Ouais. c'est ce que je comprends au moment de la soirée à Soho, c'est que c'était peut-être une excuse de revenir à New York parce que vas-y, rédac chef, etc. Parce que sinon, elle était à Los Angeles, elle était journaliste, etc. Et là, elle revient, Mais la façon dont elle le serre dans ses bras, etc., on sent quand même, il y a une petite piste qui nous indique que ouais, t'es peut-être revenu aussi pour ça. Et d'ailleurs, il y a une scène à un moment donné où il y a une réplique de Queen Latifah où elle dit genre ouais, t'es revenu pour ou t'es revenu pour ça, et c'est l'intronisation de Dre à un moment donné, genre ah, c'est ça que t'es venu chercher, ou c'est ce style de gars que j'ai oublié Exact. la réplique exacte, mais du coup ça va nous amener sur Dre, et tu vas pouvoir nous le présenter, Mahmoud, le personnage de Dre, donc le meilleur ami de Sydney Shaw. Exactement. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux se rencontrent tout jeunes. Je crois qu'ils ont 10 ans, il me semble. Et ils se rencontrent autour de, je crois, il y a des gens qui faisaient des freestyles à New York, et ils se rencontrent là, en fait. Et les deux se rendent compte qu'ils sont des amoureux transis du hip-hop. Et ils deviennent amis à ce moment-là. Et donc, les deux grandissent. Nous, il y a une ellipse, hein. On les revoit une fois adultes, chacun dans leur situation. Et donc, Sid, comme on l'a dit, elle part dans le côté la presse écrite au niveau du hip-hop. Et Dre, il fait le choix que j'ai trouvé très masculin de choisir, tu sais, la maison de disque, l'argent, tu vois. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, je devais avoir peut-être 11-12 ans, peut-être par là, Brown Sugar, et il y avait ce truc de, ah, un Renoir qui bosse en costume, il a ses contours, il est dans un bureau, tout le monde l'écoute. Tu sais, il y a ce truc de, il dégage quelque chose, une assurance folle, et c'est vrai que ce soit les deux personnages, quand tu es jeune et que tu vois ça, ça peut vite devenir des goals, en fait, parce que nous, on ne le voyait pas en France. Donc, en vrai, scène d'introduction, on voit Dre en DA chez Millennium, donc la maison 10 dans laquelle il travaille.
et il envoie du bois, comme a dit Isis, tu vois, il envoie de la pure. C'est-à-dire qu'il dégage quelque chose d'assurément confiant, et ça fait kiffer. Et je trouve que pour comparer les deux, c'est vraiment, on nous oppose constamment deux visions du hip-hop. Au final, ils ont la même vision du hip-hop, mais chacun le vit d'une manière différente, tout simplement. Donc, je vais peut-être vous laisser ajouter des précisions à ça. Moi, je veux bien entendre Isis sur Dre, moi. Ouais. Bah ouais, non, mais comme tu as dit, c'est une autre vision du hip-hop, une autre vision de la réussite aussi, parce que pour Dre, la réussite, elle passe par être avec une go à son bras qui est fraîche, travailler dans la maison de disques, donc de l'autre côté par rapport à Sydney. Après, moi, j'ai trouvé que Dre, certes, il a un bon taf, il a un bon appart, il a une bonne petite go. Je sais pas, je l'ai trouvé moins accompli que Sydney dans ma vision des choses. C'est un mec, on dirait qu'il lutte encore un peu, on sait pas exactement contre quoi, mais il a pas encore trouvé ce qu'il lui faut en fait. C'est l'impression que moi j'ai eu en regardant le film. Clairement, il y a un truc dès les premières scènes. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de cet acteur, je vais faire la recherche en même temps. Je rajouterai le nom ou quoi, mais vous savez, celui qui est le boss de Millennium et qu'on voit dans The Wire aussi là. C'est Bunk de The Wire. Mais je connais pas son vrai nom. Ouais. Mais je connais pas. On mettra. C'est relou parce qu'en fait c'est ça en fait le truc avec ce podcast qui va être drôle, c'est que il y a des acteurs qu'on voit tellement dans tellement de trucs que finalement soit on s'attache au personnage qu'on préfère de lui, donc genre Bunk dans The Wire, ou bien parce que personne va retenir ce blaze là en disant que c'est le patron de Millennium dans Blanche Sugar. Wendell Pierce. Voilà, Wendell Pierce. C'est important. J'allais faire la recherche, mais c'est important qu'on dise les blazes parce que on le fait pour la culture aussi, tu vois. Donc l'enfant est né avec Wikipédia. Écoute, on a dégainé Google et puis tout va bien, quoi. Voilà. Donc du coup, dès cette scène là, en fait, même je pense que dès la scène de l'appel, quand il appelle Sydney pour essayer de faire en sorte qu'elle parle d'un artiste Millennium dans sa chronique ou quoi, tu vois, tu sens qu'il y a un truc où il n'a pas honte de ce qu'il est, mais vas-y, il sait qu'il est avec avec des gens de bureau autour de lui, que c'est pas le même monde, tu vois. Moi, je dirais qu'il se met en scène, en fait. Il est pas lui-même. Tu vois, il fait le show, en fait. Quand il l'a au téléphone, il se donne en spectacle, le gars, tu vois. C'est clair. Bah, bien sûr. Et ce que je trouve intéressant pour finir sur Dre, pour passer à autre chose, c'est que justement, ce que j'ai trouvé bien dans l'écriture de ce personnage-là, c'est cette dualité qu'ils nous mettent, en fait. C'est qu'un vrai fan de hip-hop qui travaille pour un label c'est pas un label indépendant, c'est une grosse structure, et ils ont des objectifs pécuniaires, financiers. Donc au final, il y a un moment où tu vas te trouver dans la position où t'es fan de hip-hop, mais il faut que tu ranges ce côté-là, tu vois. Ouais. Et on en parlera tout à l'heure. C'est ça qui fera que il aura son cheminement plus tard. Donc je trouve cette complexité grave intéressante. Tu vois. C'est ça. En plus, on est en 2002, donc il y a encore cette image très forte de quand tu signes en maison de disque, c'est sûr, c'est parce qu'on va te la mettre à l'envers, on va dénaturer ta musique, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui en 2021, mais on est encore dans ce fantasme, mais qui est réel, qui est vérifiable, où à partir du moment où tu signes en maison de disque, il y a de fortes chances que on dénature ce que tu fais, ou on te demande de faire des compromis, pardon. Ce truc-là de compromission et de méfiance vis-à-vis de l'industrie, c'est Mos Def qui va l'incarner, qui finalement n'a pas du tout un rôle c'est lui, quoi, c'est Mos Def. Il s'appelle pas Mos Def dans le film, mais c'est clairement Mos Def, même on en parlera parce que je sais que Mahmoud adore ce personnage-là, donc je vais me taire. Mais on va passer du coup plutôt à un débat à trois, un petit débat marrant sur justement cette relation entre Sydney et Dre, qui est clairement une amitié particulière, intense. Quand on a la même passion comme ça sur quelque chose, il y a plusieurs scènes qu'on mettra sans doute dans des extraits pour le podcast, en tout cas en version vidéo si les gens le veulent, mais où on voit que clairement ils se connaissent par cœur. Alors il y a le moment où elle est invitée à pas la bachelor party, mais ce petit repas entre nanas pour l'avant-mariage où il faut ramener le petit cadeau et tout. L'enterrement de vie de jeune fille. L'enterrement de vie de jeune fille, pardon. Parti dans bachelor party. N'importe quoi, la go, mais bref, dans l'enterrement de vie de jeune fille.
Et elle ramène un cadeau d'ailleurs qui a été choisi par sa cousine qui met mal à l'aise un peu tout le monde. Mais il y a des questions sur Dre, elle répond à toutes les questions. Enfin, limite, c'est gênant parce que tu te rends compte qu'elle connaît plus Dre que la femme qu'il va épouser. Enfin, il y a plein de petites scènes. Même la scène aussi du hot dog où ils sont en train de marcher, il lui donne la définition de ce que c'est le brown sugar. Ça, moi, avant qu'on rentre dans le débat par contre, parce que ça m'est venu hier, les gars, j'ai envie de vous poser la question parce que j'ai regardé un podcast de mecs, de quinri, de gars, qui disaient que genre, c'était archi évident que c'était censé être un couple, ces deux-là, dans le sens où la première chose qu'il a envie de faire après qu'elle soit partie à l'enterrement de vie de jeune fille de sa go, c'est de se voir et d'aller manger un hot dog ensemble. Quand ils sont dans la boutique où il y a les vases, là, où ils sont en train de regarder de la... Genre, les mecs qui font un peu un podcast comme le nôtre, qui sont quinri, les mecs ils disent « Non mais même la vendeuse, elle a cramé que vous étiez un couple en fait. » Tu vois, quand elle dit ah, genre leur connexion est si évidente, c'est un truc genre un peu sur lequel eux ils critiquaient. Je sais pas si nous on peut faire la même critique que là-dessus, mais genre vous nous vendez des amis qui n'ont pas l'air d'être amis dès le départ. Voilà, mais en fait tout le monde avait l'impression que c'était un couple, sauf eux apparemment, parce que même la future femme de Dre, elle est tellement méfiante que ça saute aux yeux. Francine, la cousine de Sid, c'est pareil. Enfin, c'est que tout le monde était au courant, sauf eux en fait, parce que ça saute aux yeux effectivement. Il y a rarement une si forte complicité et ce genre de tension qu'il y a quand ils sont tous les deux. Donc, ouais, en fait, c'est un couple qui s'ignore dès le départ. C'est ça. Je pense que... Moi, dis-moi. J'aurais apporté une petite nuance à ça, parce que oui, en effet, moi, je comprends totalement, mais la situation, je la comprends, en fait. C'est qu'eux, ils disent, en gros, le podcast que tu as regardé, ils disent que limite, c'est ridicule qu'on nous fasse miroiter le fait que, vas-y, ça peut être un couple, ce sont des amis. Mais en fait, moi, la donnée qui bouge pas et qui change tout, c'est qu'ils se sont connus, ils étaient petits, en fait. En fait, si c'était des gens qui s'étaient rencontrés autour d'un date, vas-y, un Bumble, un Tinder, tout ce que tu veux, et qu'ils se rencontrent à adultes, ok, ils se mettent en couple, c'est logique. Par contre, quand tu fréquentes quelqu'un depuis que tu es petit, donc tu as 10 ans, il y a un moment où ça a été une bromance, tu vois, entre les deux. C'est-à-dire que c'était un amour fraternel quand ils étaient petits. Donc, va faire la bascule. C'est compliqué, hein. Moi, je sais que à leur place, j'aurais moi, j'aurais fait pareil qu'eux. C'est-à-dire que je serais resté ami jusqu'à la fin des temps, tu vois. Parce que Ouais, mais le truc, c'est que y a eu quand même l'épisode de quand ils étaient à la fac où Dre s'est déclaré. Donc, oui, c'est vrai au moment où on est dans la scène dans le magasin de souvenirs et de vases, il y a déjà eu cet épisode. Donc, on sait déjà, et eux aussi savent déjà que la relation, elle est un peu bancale, que ça y est, on n'est plus des meilleurs amis, qu'on veut être plus que des frères et sœurs, en tout cas du côté de Dre, tu vois. Donc, certes, ils se sont connus enfants, mais il y a eu ce petit événement qui a changé totalement la nature de leur relation, je trouve. Et comme tu as dit, Dre a proposé à Sid de sortir avec elle à la fac. Elle a refusé. Donc c'est elle qui a constamment repoussé ce truc-là. Ok. Tu vois. Donc, Attends, du coup, ça nous fait. Alors là, on est carrément rentré dans le débat. Et ça veut dire que le débat, c'était un peu qu'est-ce qui fait, ou par la faute de qui, ou dans quelle mesure, prenez la question comme vous voulez, cette relation stagne et qu'est-ce qui effraie qui, enfin, quel est le problème sur justement cette incapacité que l'un ou l'autre a à aller, c'est bon, on est en couple en fait, on est un couple, on n'est pas des amis, c'est bizarre, on va faire du mal aux gens en fait là, ça sert à rien. C'est ça mon débat à trois que je voulais avoir avec vous. Bah regarde, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Moi, pour moi, c'est juste une histoire d'acte manqué en fait, parce qu'au final, quand ils étaient à la fac et que Dre propose à Sid de sortir avec elle à ce moment-là, elle ne se visualise peut-être pas avec lui, tu vois, elle est peut-être encore dans ce truc d'amitié. Et c'est vrai que, tu sais, tu peux fréquenter quelqu'un, penser avoir les mêmes sentiments que cette personne, penser être sur la même longueur d'onde, alors qu'au final, rien du tout. Tu es juste en train de spéculer sur ce que l'autre pense. Donc quand Dre se déclare à la fac, c'est peut-être trop tôt. Parce qu'on voit qu'après, quand ils sont adultes, Sid est prête et Dre est complètement devenu un fuckboy de l'enfer, là, et il veut que des trophy wife. Tu vois, donc en fait, c'est juste, ils veulent la même chose, mais dans des espaces-temps différents, tu vois. Je pense. Mais ouais, moi je suis totalement d'accord avec la notion d'acte manqué, c'est clairement ça, parce que ils étaient pas prêts, ils sont pas prêts chacun au même moment, et du coup ça traîne, et voilà en fait. C'est pour ça qu'ils sont bloqués dans cette zone qu'on va appeler la friend zone, hein.
disons les termes. Hein. C'est nous. On connaît que très bien cette zone en plus. Les grands experts, les doctorants mon ici. petit nez rouge là, mon nez rouge de clown là, je me maquille là. C'est drôle d'en parler pour le premier épisode parce que c'est vraiment là. Non, mais sur là, tous les sujets, on est calé là. On est sur la jointure de nos domaines d'expertise. Voilà, c'est-à-dire, on adore le rap, on est des grands friendzonés, voilà, un film afro, on est bien. Je pense que ce podcast, c'est la meilleure idée de 2021, clairement. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc, exactement. moi, pour rajouter sur le truc de leur relation, un débat qui n'en est pas vraiment, parce que je pense qu'on est d'accord, mais moi, je pense que oui, il y a ce truc de timing, et je pense aussi qu'elle crée un rejet depuis le départ sur le fait que, comme elle met le hip-hop, et ça on va l'expliquer du coup juste après, on va aller sur ce truc de le hip-hop, Dre le hip-hop, elle met le hip-hop à un tel niveau dans sa vie, genre c'est tout, c'est son premier amour, elle en parle, tu vois, elle le personnifie le hip-hop, donc elle le personnifie, évidemment c'est étroitement lié à Dre, puisqu'elle a connu le hip-hop en même temps qu'elle a connu ce mec-là, donc elle confond les deux, et donc pour pas tout gâcher, vous voyez, quand on dit, on nous l'a dit à nous, de toute façon, je veux pas tout gâcher, etc., parce que truc, pour soi-disant pas tout gâcher, vaut mieux laisser les choses telles quelles. Et donc, elle crée une attitude de rejet, même des fois, elle est un peu, moi, je trouve, méchante, parce que la scène, justement, dans cette boutique, qui est assez importante, parce que dans les reviews ou le podcast que j'ai regardé, cette scène revient beaucoup chez le public, où elle est en mode, donc la vendeuse leur dit, ah, c'est pour les couples, nanana, et elle fait, please, genre, moi, avec ce mec... Mais en fait, moi j'appelle ça la jurisprudence Olga Pataki, tu vois. Genre Olga Pataki dans Et Arnold, exactement. Elle est tout le temps en train de le taper, de lui tirer les cheveux, le truc, alors qu'elle est éperdument amoureuse de lui. Et bah là c'est pareil, c'est qu'elle crée un rejet de non, c'est le hip-hop, avec le hip-hop, on gâche pas tout, c'est Dre, enfin tu vois, elle confond tout et elle en devient même méchante. Et lui il le prend mal. Parce que lui dit, quand la vendeuse s'en va, il fait mais comment ça, please, genre, je suis si nul que ça. Donc tu sens que lui du coup il s'est déjà fait recaler à la fac. Ensuite, aujourd'hui, il est accompli, il se fait encore recaler. C'est un peu trop, tu vois. Donc, il se dit, bon, je prends ce qu'elle me donne. Et ce qu'elle lui donne, c'est des soirées, aller voir un concert de rap, comme à l'époque. Et donc, c'est là qu'ils vont voir Mos Def, etc. Mais moi, je trouve que si ça bloque autant, c'est surtout de la faute. Enfin, la faute. En tout cas, c'est du côté de Sydney, qui, je pense, est un rapport à sa passion et à Dre qui est complètement diffus et mélangé. Mais c'est clairement l'intérêt du film. Et c'est ce qui va nous permettre de passer... à la rubrique suivante sur l'analogie en fait de l'amour et du hip-hop. Du coup, Brown Sugar, analogie de l'amour et du hip-hop, moi c'est un truc vraiment dont j'avais envie de parler. Je pense que je vais expliquer pourquoi c'est une analogie et je vais laisser Isis parler parce que je sais que même si à 15-16 ans elle s'est pris le truc, je sais qu'aujourd'hui elle trouve ça méga ringard. Donc je vais la laisser parler juste après. Mais moi je voulais dire l'analogie de l'amour parce que, en gros, durant tout le film, et c'est ça qui fait que nous, au revisionnage aujourd'hui, alors qu'on a 30 piges, c'est un peu compliqué, c'est que le film est basé sur Sydney qui parle, qui est narratrice du film et qui déclare son amour au hip-hop et qui explique les évolutions du hip-hop. Ces évolutions qui sont donc, au début c'était underground, c'était des freestyles dans la rue, etc. C'est mon premier amour. En gros, traduisez, j'ai rencontré Dre à ce moment-là. Ensuite, c'est passé sur MTV, c'est devenu un truc plus commercial, etc. Entendez, Dre a choisi Reese, donc Nicolas Harry Parker, et pas moi. Donc je dois passer à autre chose et peut-être trouver un ersatz, une imitation, quelque chose qui me fait penser au hip-hop, qui voilà. Je date un joueur NBA qui s'appelle Kelby Dawson et qui est joué par Boris Kodjoe. Et donc, il y a ce truc comme ça qui, moi, à 13-14 ans, je me le suis pris, mais genre de fou malade. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus gnangnan. Je sais pas ce que tu en penses ici, je te laisse parce que j'ai beaucoup parlé. Ouais, mais en fait, tu as dit beaucoup de choses que je voulais dire. Effectivement, moi, je l'ai vu, j'avais 15 ans. Grosse claque, film préféré direct. J'ai dû le voir, franchement, sans mentir, des dizaines de fois dans ma vie. Sauf que là, je l'avais pas vu depuis un moment. Et puis, quand on a dit qu'on allait faire le podcast sur cet épisode, je l'ai revu. Et bah, franchement, je vais nuancer parce que c'est bien, mais avec le recul à 30 ans, quand t'as
tu connais un peu la vie, et ben c'était presque difficile à regarder. Je l'ai regardé en plusieurs fois parce que je l'ai trouvé un peu ringard sur les bords, hyper téléphoné. Mais ça n'empêche que le sujet qui est traité, il est bien parce que le hip-hop, voilà, moi j'adore. Et que c'est sorti aussi à un moment où, quand elle dit ouais, quand êtes-vous tombé amoureux du hip-hop, bah moi j'en suis tombée amoureuse à peu près à la même époque, à l'âge de 15 ans. Donc forcément, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Mais là, à l'avoir vu en 2021, je vous jure que c'était pas un cadeau. Hein. Franchement, c'était chiant. Non, mais en fait, moi, je comprends totalement ce truc de. C'est chiant, mais moi, tu sais, quand je regarde ce genre de film, je les mets dans un contexte bien particulier, tu vois. Genre, j'essaye de faire l'effort de pas le regarder avec mon regard de moi, 29 ans, 2021, je regarde un film qui est sorti pendant la préhistoire, tu vois. C'est pas ça le truc. Mais c'est vrai que au final, si on enlève, tu sais, toute la dimension, toute l'analogie avec le hip-hop, c'est une comédie romantique, mais qui passe un peu en téléfilm, tu vois, sur M6. Exactement. Mais le fait que le hip-hop ait été infusé directement dans ce film-là, et en plus de la plus belle des manières, parce qu'on parlait d'analogie, et moi, le point culminant de cette analogie, donc entre le hip-hop, l'amour et le rap, c'est pendant la scène du Nouvel An. La scène du Nouvel An où, justement, Kelby, le joueur de NBA, demande en mariage Sid. Et juste après, j'ai revu la scène ce matin, juste après qu'il lui passe la bague au doigt, on repasse en mode voix off, parce que Sid est la voix off du film tout au long, et elle nous sort une foulée de phrases qui est belle, mais très terrible en même temps pour Kelby. En gros, elle nous explique, elle nous pose une question toute simple. Est-ce que vous connaissez la différence entre le hip-hop et le rap ? Et elle nous dit tout de suite après, ok, le rap, ce serait comme si on disait je t'aime à quelqu'un, et le hip-hop, ce serait être amoureux de quelqu'un, c'est-à-dire ressentir ça. Et c'est dommage pour Kelby, parce que Kelby est le rap dans cette situation-là. Ouais, c'est le rap, lui. La situation de repli, alors que Dre, son grand amour, et le hip-hop, et son tout. Et pour moi, c'est le tournant du film. Ça arrive presque à la fin du film, Ouais. mais une fois qu'on a cet élément-là, on bifurque dans une autre dimension, tu vois. À partir de là, ouais, tu sais que là les cartes sont posées. Tu sais que Dre et Sid, voilà, ça doit se faire, ça va se faire. Voilà, ils vont plus reculer. Là, on n'est plus dans la Zumba de on est amis. Là, on va y aller, là. Là, ça va chiner. tu Mais, vois. mais On va envoyer du... c'est parti, on lâche les chiens. Mais en fait, le truc, c'est que même cette soirée est particulière de toute façon. C'est bien que tu parles de cette scène parce que pour moi, pour moi aussi, elle est décisive. Et cette soirée, tu vois qu'ils s'aiment trop en fait. Et c'est gênant pour les deux autres. C'est gênant de ouf, ils sont là. Ah ouais, t'as vu, hein, nos compagnons respectifs s'aiment beaucoup. Ah, En train de se bourrer la gueule en plus. Hein. Ouais. Des grosses piaves là. Ça boit des gin tonic à balle en regardant les deux amis s'embrasser là-bas. C'est terrible. Ils sont déjà tuba, alors que le couple n'est pas encore officiel, mais eux, ils sont déjà tuba de ouf. D'ailleurs, petit fact, dans la vraie vie, Nicolas Harry Parker et Boris Kodjoe sont mariés. C'est ça qui est ouf. Donc c'est pour ça que c'était marrant aussi de les De belles personnes. Hein. Vraiment, ça, c'est vraiment les Mais c'est trophy un wife, film, mais c'est un trophy film de belles husband. personnes de toute façon. C'est Grave. un film de belles personnes. Personne n'est moche dedans. C'est clair. C'est vrai. Ce que je vais vous proposer du coup, c'est que là voilà, c'était l'analogie du film, on a envie d'en parler, c'est ce qui nous a fait tomber amoureux un peu de ce film et ce qui nous du coup un peu rend le truc gnangnan aujourd'hui. Moi je pense qu'on va parler un peu des seconds rôles et des petits adlibs sur des petits coups de cœur éventuels, ok ? Du coup, on va profiter un peu pour cette fin de rubrique de donner nos coups de cœur ou nos adlibs sur des potentiels seconds rôles ou ce qu'on a envie un peu de conclure sur le film. Qui veut commencer un peu sur cette rubrique adlib ? Moi, je veux bien parler de Francine, qui est jouée par Queen Latifah et qui est la cousine de Sid. Il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, il n'y en a que 3. Donc, il y a Sid, Riz, la future femme de Dre, et Francine, qui est pour moi la bonne copine, un peu drôle, qui fait des blagues, qui met un peu Sid sur le fait accompli, comme au mariage de Dre où elle lui dit vas-y, manifeste-toi, elle est en train d'épouser ton homme. Où elle lui dit, quand Sid lui dit qu'ils se sont embrassés, elle est pas choquée. Et puis c'est elle aussi qui a acheté le cadeau pour l'enterrement de vie de jeune fille. Donc Queen Latifah, qui est aussi un grand nom du hip-hop,
Je pense qu'elle avait totalement sa place dans le film et que c'était cool de la voir dedans, quoi. Clairement. Mahmoud, Moi, je vais choisir mon gars sûr, mon éternel frère Mos Def dans le film qui joue le rôle de Chris, donc rappeur un peu indépendant, un peu technique, fringué comme un certain rappeur français que nous connaissons tous, le bien nommé Alpha Oumar One. Mos Def, c'est totalement mon coup de cœur dans ce film-là, parce que je trouve que, ok, le mec, c'est pas un acteur de base, mais il est pas du tout ridicule, loin de là. Il joue même un rôle qui est loin du sien, un peu, tu vois, genre dans l'attitude, etc. Il nous a montré autre chose dans sa personnalité à l'époque. Et ce truc de, moi, mon coup de cœur, c'est Mos Def, mais au-delà de ça, c'est vraiment la relation qu'il a avec Dre. Tu sais, parce qu'on n'en a pas parlé pendant l'épisode, mais en gros, Dre quitte un peu son poste chez Millennium pour devenir le DA de Chris, donc de Mos Def, et va le développer en tant qu'artiste. Et cette relation, je la trouve grave belle. Elle nous permet de montrer que Dre a de l'humanité derrière ses côtés ultra player et tout. Mais pour revenir sur Mos Def, oui, rien que pour ses tenues, hein, des gros cuirs à Virex, des cuirs de 600 kilos, tu te manges des coups de couteau, la lame ne traverse pas. C'est dans ce sens-là que je trouvais la ressemblance avec Alpha One, c'est très oversize, très début 2000 dans les tenues. Et voilà, c'est mon adlib, mon énorme coup de cœur de ce film. Je respecte ces adlibs parce qu'en plus, vous avez cité les deux artistes rap qui font partie du cast, en tout cas du cast lead, du cast principal, et qui viennent rajouter ce clin d'œil, cette mise en abîme. C'est-à-dire que c'est une comédie romantique, mais qui est infusée, comme tu l'as dit, Mahmoud, de la culture rap, de la culture hip-hop US des années 2000. Et c'était deux excellents choix. Queen Latifah, elle est en mode bonne copine, comme tu as dit. Elle vient un peu... en plus, elle est typiquement dans ce truc, pas dans ce cliché, mais elle est typique afro-américaine, c'est-à-dire que même dans sa façon, la scène, je suis sûr que ça t'a fait gaulerie, ça existait, le moment où justement elles sont au mariage et qu'elle dit, tu sais, comment elle chuchote même pas, tu sais, genre tout le monde l'entend dans l'église. Tu vois ce que je veux dire? Elle chuchote super fort, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là en mode tu vas le laisser, mais tu vas laisser ça, mais tu vas le laisser se marier, mais genre tout le monde t'entend en fait, meuf. Et ça, c'est un peu le truc, la vraie afro-américaine qui est en mode mais tu vas laisser cette meuf se marier avec ton gars, c'est ton gars, tu vois, genre, mais tout le monde t'entend, meuf, et genre elle est archi pas discrète, et elle vient justement bousculer Sid qui est plein de manières, qui est plein de non, qui veut rester poli, qui veut pas déranger, alors que c'est clairement l'homme de sa vie qui est en train de se marier. Pour extrapoler, on pourrait presque dire que Queen Latifah, elle est Ratchet par rapport à Sid. C'est ce que je voulais amener, comme propos. Dans le sens large, parce que c'est dur de dire que Queen Latifah est Ratchet, mais dans son rôle, elle l'est presque en tout cas. Elle a ce côté un peu ghetto, je pense, qu'il n'y a pas dans le film, parce que c'est une immersion un peu dans la bourgeoisie noire, en fait, parce qu'en fait, c'est finalement, enfin, pas bourgeoisie, parce qu'ils ne sont pas bourgeois de base, mais dans des noirs qui ont réussi. Ouais. Donc, et qui sont là maintenant, qui parlent bien, qui sont dans des bureaux, qui bossent, qui font des grosses soirées à Brooklyn, à Soho. Et elle a ce côté genre toujours G, même quand elle arrive à la soirée de Russell Simon, son début de film, elle est en mode c'est comment, il y a des gars, il y a des cumés, il y a de l'alcool, c'est bon. Tu vois, elle ramène ce truc un peu ratchet, mais on met des gros guillemets parce que vraiment Queen Latifah n'est pas ratchet. Donc voilà, et moi mon coup de cœur c'est plus... sur la réussite un peu du film, c'est le hip-hop en soi, parce que tu le disais en début de podcast, Izzy, sur le fait que tu étais tombée amoureuse de ce film-là, du hip-hop en même temps limite que l'arrivée de ce film, et que tu as commencé à en écouter beaucoup à ce moment-là. Moi, c'est sur ça que je veux revenir, comme ça nous fait un peu la joncture, parce que les gens ont l'habitude de m'entendre, ont l'habitude de m'entendre parler de rap. Moi, c'est un film important aussi pour ça, parce qu'il est crédible comme étant un film de hip-hop, c'est une immersion. À l'époque, il y a des biopics. Sinon, le cinéma dans le rap, c'est des biopics sur des rappeurs. Mais moi, j'avais jamais vu de film aussi bien fait, ou en tout cas aussi crédible, sur l'immersion dans l'industrie du rap, dans ce que c'est de travailler dans ce milieu, etc. Et il y a plein de petites scènes, je vais y aller vite, mais la scène où justement cette scène de la soirée où elles arrivent sur le toit à Soho, sur le rooftop, et que Sydney arrive. Sydney, c'est une journaliste connue. Fabulous. Merci les gars. Fabulous
Et je crois Benny Siegel qui arrive et qui lui disent ouais, et Benny Siegel qui dit à Sidney regarde c'est un artiste fait genre limite il va lui passer une maquette ou un truc comme ça. Bon aujourd'hui avant on donnait des clés USB, maintenant on envoie des liens SoundCloud, mais à l'époque c'était genre on donnait une maquette comme ça, un CD, tu sais genre va écouter de ça. Et tous ces petits caméos, que ce soit Russell Simons qu'on voit arriver, que ce soit Fabulous Benny Siegel et le début du film qui commence comme un documentaire parce qu'elle va écrire un livre et donc du coup comme elle va écrire un livre sur son amour pour le hip-hop, elle va récolter des témoignages et le film commence par ça. On voit plein de noms du hip-hop, Big Daddy Kane, De La Soul, Method Man. Common. On voit plein de gros noms comme ça. Moi, à l'époque, voilà, de toute façon, on a quasiment tous 30 piges là. À ce moment-là, on doit avoir 15, 16 ans, 14 ans, ou plus jeune Mahmoud, mais tu sais, c'est des trucs, c'est des blasts qu'on les connaît pas forcément de ouf, mais on commence à se les noter ou à se dire, ok, il y a un truc, tu vois, à creuser. Et moi, c'est un film qui a été aussi un prescripteur aussi et qui m'a permis d'aller me prendre tout ce rap US et toute cette scène, en tout cas new-yorkaise. C'est aussi pour ça, je pense que je suis une irréductible new-yorkaise, en partie grâce à ce film Brown Sugar. Donc voilà. Bah, là que tu parles de New York, c'est aussi un truc important dans le film, je trouve, parce qu'il y a des belles scènes où ils sont à Central Park, notamment avec la scène du hot dog ou sur le banc, là. Le pont de Brooklyn la nuit, même la soirée au rooftop. Enfin, la ville de New York, elle est bien mise en avant et ça, Grave. c'est cool. Je trouve. Ouais, non, mais ouais, dis-moi. Moi, j'allais juste, je pense que ça va être juste mes derniers mots, on va dire adlib plus 1, c'est la BO du film. Parce que réellement, en fait, ce qui est cool avec les films afro-américains comme ça, c'est qu'on est totalement en phase avec la BO et surtout la BO de l'époque. C'est-à-dire que le film, il sort en 2002. Moi, après avoir regardé le film, je suis allé sur Spotify, il y a la BO qui est disponible. T'as du Erykah Badu, t'as du Mos Def, t'as The Roots, t'as du Mary J. Blige. En fait, la BO est incroyable et ça ne fait que appuyer le fait que c'est réel en fait. Et comme tu as dit, à l'époque-là, ce film est prescripteur, même pour moi. Tu as 11 ans, 12 ans, moi j'ai des grandes sœurs, mais j'avais pas ces refs-là. Et pour flamber un petit peu dans la cour d'école, faire le quinri, faire le mec de puriste, et ben, j'allais écouter ces petits trucs-là. Voilà. Clairement. Donc voilà. Je pense qu'on a fait assez le tour sur ce film-là, qu'on recommande, qui est disponible, il me semble. Nous, on l'a regardé où, les gars? Moi, c'est sur Amazon que je l'ai regardé, moi, personnellement. Moi aussi, je l'ai loué sur Prime Ouais, Video. sur Prime Video. Sur un site pirate. Voilà. Bah, en tout cas, débrouillez-vous pour le voir. Et si vous pouvez, regardez-le en VO sous-titré français. Parce que franchement, la VF est catastrophique. Oui, à l'époque, on connaissait pas. À 14 ans, tu parles pas anglais, tu regardes les films en français, ça te pose pas de problème. Mais là, on est en 2021, les gars, regardez-le en VO, s'il vous plaît. Parce que Jean-Pierre, 48 ans, qui double Dre, jeune noir de Brooklyn, là, toi, t'es là. Jean-Pierre, il habite à Perpignan, le frérot, il a un accent du Sud, limite, quand il double, tu vois. On peut pas accepter ce genre de... On peut pas accepter ça, tu vois. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. Donc du coup voilà. On espère que ce premier épisode vous a plu. On se retrouve très rapidement pour un deuxième épisode. Regardez ce film, dites-nous ce que vous en avez pensé, en bien, en mal. Revenez vers nous, il y a nos réseaux sociaux. C'est que de l'amour et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Première Nomination. Salut les gars. Bye.